Monsieur le Président de la Fédération Addiction, cher Jean-Pierre, Madame la Directrice Générale Adjointe de la Santé, chère Anne-Claire, Madame l'Adjointe à la maire de Paris, Monsieur le Directeur Général de l'ARS Île-de-France, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à participer à ces journées. Je suis ravi d'être à vos côtés. J'admire aussi, bien sûr, le choix du thème des journées qui a été retenu, la qualité de l'édito écrit et la richesse du programme qui a été élaboré. Pourtant, je ne me risquerai pas sur le terrain des changements de paradigme qui sont interrogés aujourd'hui, peut-être parce que je ne m'en sens pas tout à fait capable. D'ailleurs, souhaitiez-vous me préserver d'une exposition peut-être un peu ridicule ou de la tentation d'avoir recours moi-même à je ne sais quelle substance pour m'augmenter afin de venir à bout d'un discours qui ne serait pas le mien? Toujours est-il que vous avez souhaité plutôt me demander une intervention un peu plus classique sur la politique interministérielle que conduit et qu'essaye d'élaborer l'Amildeca avec l'ensemble de ses partenaires. Et même sur ce terrain, je me dis que j'allais peut-être vous décevoir, car certes, nous coordonnons depuis plusieurs mois les travaux d'élaboration du plan national de mobilisation contre les addictions, contre les conduites addictives. Certes, le cabinet du Premier ministre a déjà organisé un certain nombre de réunions interministérielles pour en examiner le contenu, mais des questions restent à l'arbitrage, vous le savez d'ailleurs, puisque vous allez participer prochainement, dans les jours qui viennent, à des réunions de concertation concernant les mesures qui touchent à l'alcool. Dans cette feuille de route nationale de mobilisation, et ces termes ne sont pas choisis au hasard, car l'idée est bien d'embarquer au-delà de la sphère gouvernementale l'ensemble de ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par les conduites addictives, c'est-à-dire à peu près toute la population française. Cette feuille de route, donc, n'est pas achevée, pas arbitrée et pas validée, et je ne peux donc pas ici en dévoiler le détail et un contenu incomplet ou incertain, et confisquer ainsi le privilège des annonces à celui qui sera en charge de les prononcer. Au Havre, l'an dernier, je vous avais quand même déjà indiqué les chantiers que je pressentais essentiels pour les années à venir. J'avais esquissé les premiers constats et les chemins de réflexion et d'action nécessairement communs. Nous avons donc par la suite travaillé en nous appuyant sur 3 postulats: fonder l'action publique sur les résultats de la recherche scientifique et de l'évaluation, créer les conditions d'un libre choix par l'étayage des compétences de chacun et la juste information du public, venir en aide précocement et de manière coordonnée. La plupart des constats et des pistes ont pu être précisés au terme des travaux que nous avons menés en nous intéressant aux produits et aux comportements, aux populations cibles et aux milieux de vie, comme l'avait rappelé Christophe. Il me semble inutile de revenir sur les principaux chiffres qui illustrent l'importance et la gravité des conduites addictives en France. Nous les connaissons tous. Mais au-delà des chiffres, ce sont aussi des récits de vie que vous croisez quotidiennement dans votre pratique. Au-delà des figures associées de façon caricaturale dans l'imaginaire collectif, dont l'archétype est la personne dépendante prise dans la spirale d'exclusion, les personnes concernées ont des profils extraordinairement divers. Ce sont également l'adolescent, initié en famille ou par ses copains, qui consomme quotidiennement et accumule les difficultés sociales et scolaires. La femme active ou l'homme, soumise aux multiples exigences de sa vie professionnelle et personnelle, qui sombre dans l'alcoolisme et la dépendance aux médicaments psychotropes sans percevoir le glissement. Le jeune adulte qui, au terme d'une vie étudiante ponctuée de soirées et de fêtes, ne parvient pas à limiter ses consommations. Le fumeur qui imagine qu'il peut programmer sereinement le jour où il s'arrêtera seul. Le couple qui, mal informé, considère qu'on peut toujours boire un peu au cours d'une grossesse. Avec ces récits, on entrevoit notre tâche, immense et permanente, mais la dégradation de l'image du tabac pour les jeunes générations et la baisse de leur consommation montrent que l'action publique et collective peut fonctionner, gagner la bataille de l'image et donc des usages. Il ne faut toutefois pas baisser la garde. Face à ce tueur en série historique, continuer inlassablement à informer, prévenir et dissuader, et tout faire pour aider les fumeurs à arrêter. L'alcool, en revanche, reste dans les perceptions des jeunes et d'une grande partie de la population, essentiellement associé à la fête, l'insouciance, la convivialité, avec une première initiation qui se produit souvent dans le cercle familial. Il s'agit de l'une des questions les plus complexes à traiter, à la croisée d'intérêts, d'histoires communes, de représentations marquées,
mais aussi de conséquences sanitaires et sociales majeures. Au moment où l'Assemblée nationale vient d'achever la première lecture du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, on peut rappeler que plus de 30% des agressions sexuelles ont lieu sous l'emprise de l'alcool. Le débat sur l'alcool est difficile et rugueux, mais il a lieu. A-t-on précédemment autant écrit et parlé de ce sujet avec la mise en lumière de données telles que celles publiées par Santé publique France et l'Institut national du cancer, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, ou plus récemment celle de l'INSERM, issue de la cohorte Constance, qui nous indique que plus de 30% des hommes de 18 à 35 ans ont une consommation dangereuse au regard du score de l'audit et que 6 autres % souffrent de dépendance. Nous pouvons même nous appuyer sur des résultats qui démontrent que l'éducation précoce au goût en famille est un facteur de risque prédictif des épisodes d'API, d'alcoolisation ponctuelle importante, à l'adolescence. On veut nous faire croire qu'il n'y a pas de marge de progrès sur ce sujet, que les choses sont jouées. Je ne le crois pas. De nombreux élus locaux, des journalistes et une bonne partie de l'opinion sont loin de considérer qu'il s'agit d'une question taboue. J'en veux pour preuve les échanges que nous avons eus ici même, il y a quelques jours, lors de la 3e journée nationale de prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Nous avions choisi simplement d'intituler cette question « Alcool et travail, parlons-en ». Eh bien, nous en avons parlé, beaucoup parlé, et j'ai été frappé par la sérénité du débat et le sentiment que d'immenses avancées sont possibles, sans brutalité ni exagération, pas à pas, avec des professionnels, dirigeants et représentants des personnels de divers secteurs qui ont déjà mis en œuvre des solutions et enclenché un mouvement de fond. Quant au cannabis, c'est une représentation positive qui se confirme autour de ce produit, accentuée, vous le savez, par les propriétés naturelles prêtées à l'herbe, des risques trop méconnus, un discours des adultes parfois ambigu, qui contribue à brouiller les représentations des plus jeunes. Là encore, un débat a eu lieu, une décision politique a été prise et le débat reviendra au Parlement. Nous verrons. Ceux qui, avec leurs convictions que je respecte, souhaitaient que la France s'engage plus avant sur la voie de la dépénalisation ou de la légalisation, sont peut-être déçus. Le sujet se reposera probablement un jour, mais aujourd'hui, je crois que nous avons, sur ce sujet également, le devoir de porter ensemble un message clair en direction des plus jeunes qui ont du mal à trouver des repères simples vis-à-vis de leur consommation. Dans le cadre qui est celui qui a été décidé par le gouvernement, des questions demeurent. Je souhaite notamment que nous puissions avancer vers un éclaircissement des procédures qui consiste à orienter des consommateurs vers le soin à partir du système judiciaire. Je considère que le système n'est aujourd'hui satisfaisant pour aucune des parties. Les magistrats qui se voient confier la tâche d'évaluer le niveau de dépendance et la nécessité d'une prise en charge sanitaire, les professionnels de l'addictologie mobilisés pour accueillir un public qui n'en a pas toujours besoin, déjà suivi, ou qui en a besoin mais qui ne souhaite ni ne peut, dans les conditions d'une interpellation ou d'une procédure judiciaire, se projeter dans l'alliance nécessaire avec son ou ses thérapeutes. La prise en charge des addictions relève fondamentalement d'une politique de santé publique et non pénale, homogène sur tout le territoire. J'espère vraiment que nous pourrons progresser sur cette voie. Toujours concernant les produits illicites, et cela a été rappelé avant moi, il nous faut rester particulièrement vigilants concernant les autres produits. La cocaïne et ses dérivés, particulièrement disponibles, les nouveaux produits de synthèse, le retour de l'héroïne dans certaines régions et le spectre de la crise des opioïdes, dont je ne vois pas pourquoi elle continuerait à nous épargner totalement. La médiatisation récente, peut-être excessive, de certains produits consommés en milieu festif nous rappelle aussi la nécessité de maintenir une politique de prévention et de réduction des risques de haut niveau, actualisée et innovante. À ce titre, il faut mettre, je crois, davantage à disposition l'analoxone sous forme take-home que cela n'a été fait durant la période d'ATU, alors que le nombre de surdoses augmente. Ce panorama des produits et des comportements est évidemment trop rapide. Je n'ai pas abordé, cela a été cité, la question des écrans et des jeux pour lesquels la population est en demande de plus de repères et de plus de solutions de prise en charge. Mais ce qui est important, vous le savez, c'est bien sûr de coupler cette approche par produit, souvent consommée ensemble, à une approche par population. L'enjeu principal de notre action est, à mon sens, de faire grandir nos enfants dans un
un environnement protecteur qui protège évidemment et qui responsabilise. Mais atteindre cet objectif implique de changer le regard de l'ensemble de la société, à commencer par les parents, ainsi que la communauté des adultes en contact avec les jeunes, enseignants, animateurs, éducateurs sportifs, travailleurs sociaux, professionnels de santé. Il ne s'agit pas de tenir un discours de prohibition ou hygiéniste, mais de contribuer à des choix individuels et collectifs plus éclairés pour une vie commune apaisée, une fête réussie avec des convivialités réinventées, un avenir en bonne santé. Nous devons faire alliance pour offrir un cadre de vie et d'éducation bienveillant, pour aider les jeunes à s'épanouir intellectuellement, psychologiquement et socialement, et réduire les comportements à risque, retarder l'âge des expérimentations par une juste information, sans banalisation ni exagération, faire respecter les interdits protecteurs, je pense en particulier à la vente d'alcool et de tabac aux mineurs, et accompagner les jeunes, qu'ils soient fumeurs, buveurs excessifs, consommateurs de cannabis ou enfermés dans tout autre comportement, c'est y contribuer. J'ai parlé des enfants et des jeunes, notre priorité numéro 1. Je dois aussi parler des femmes ayant un désir de grossesse et de leur entourage. Nous devons faire plus et mieux pour éviter toute consommation durant la grossesse, mieux prendre en charge les femmes souffrant d'addiction et venir en aide plus précocement et plus efficacement aux nouveau-nés exposés au tabac ou au cannabis, souffrant de syndrome d'alcoolisation fœtale complet ou de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Soyons vigilants aussi, en dehors des cas de grossesse, à la situation particulière des femmes pour lesquelles la prise en charge addictologique demeure trop souvent un parcours de la combattante. Veillons d'une manière générale aux parents qu'il faut accompagner et aux personnes que la vie n'épargne pas, enfants et jeunes confiés à l'ASE ou pris en charge par la PJJ, adultes sous main de justice, personnes souffrant de handicap ou de comorbidité, et bien sûr tous les exclus, avec les liens qu'il faut continuer de développer avec les dispositifs d'insertion ou d'hébergement. Produits à fort impact sanitaire ou social, population prioritaire et maintenant milieu de vie, où beaucoup se joue. J'ai mentionné le milieu professionnel, mais bien sûr et avant tout l'école, avec le développement des programmes de renforcement des compétences psychosociales, dont l'intérêt pour les enfants et les jeunes, au-delà même des conduites addictives, mais aussi pour l'institution scolaire, n'est plus à démontrer. Je crois que nous n'avons plus besoin d'expérimentation, nous devons déployer. Troisième milieu enfin, l'espace festif, souvent public, qui doit être davantage tranquillisé, apaisé, sécurisé, pour une fête à moindre risque pour soi-même et pour les autres. Voilà en quelques minutes, quelques postulats, quelques constats et quelques orientations. Mais je ne voudrais pas oublier l'enjeu des pratiques professionnelles. Il nous faut d'abord mettre les professionnels de premier recours en situation de davantage repérer et agir, quels qu'ils soient et quelle que soit leur modalité d'exercice. Il faut aussi renforcer l'articulation avec le dispositif spécialisé dans une logique de parcours de santé organisé territoire par territoire pour que ces professionnels non spécialisés ne craignent pas de repérer en sachant mieux et comment passer la main pour les personnes qu'ils ne peuvent prendre en charge. Il faut que nous allions plus loin dans le décloisonnement, la souplesse, l'agilité, le passage d'une logique de structure à une logique de service, le renforcement des actions hors les murs, l'adaptation des horaires d'intervention au bénéfice des personnes souffrant d'addictions avérées ou en risque. C'est le sens des annonces visant le rapprochement des établissements scolaires et des CJC et des recommandations concernant les CARUD, publiées en novembre dernier par la NESM, qui depuis le 1er avril dernier a rejoint la Haute Autorité de Santé et qui sera complétée d'une publication sur les pratiques dans l'Exapa. Ce renforcement de la coordination que j'évoquais pour les professionnels, je l'appréhende aussi de ma place s'agissant de l'action interministérielle. Les conduites addictives posent des questions de société et épousent la complexité de l'action de l'État. Au-delà des annonces que nous pourrons faire concernant la mobilisation contre les conduites addictives, vous savez qu'il nous faut nous immiscer dans toutes les initiatives, toutes les politiques où elles peuvent avoir leur place. Depuis, bien sûr, et ça c'est une évidence, la stratégie nationale de santé et le programme national de santé publique, mais aussi la police de sécurité au quotidien, la loi de programmation pour la justice, la stratégie pauvreté et jusqu'aux dernières annonces présidentielles en faveur des banlieues. Nous aussi, nous devons nous projeter hors de nos murs pour que nos questions soient prises en compte partout. Mais plus encore que la cohérence des plans et des stratégies annoncées au niveau national, je suis préoccupé par la question de la mise en œuvre de notre action dans la proximité, au cœur des territoires.
La fonction de chef de projet 1000DK doit être renforcée et pour cela, elle doit être soutenue. C'est pourquoi j'ai voulu que les chargés de mission de la 1000DK puissent, au-delà de leur expertise sur un domaine particulier, la santé, la justice, l'éducation, la recherche, être référents d'une ou deux régions pour appuyer les chefs de projet depuis Paris, mais aussi en se rendant régulièrement auprès d'eux et des acteurs locaux. Ils seront là en particulier pour aider les préfectures et leurs partenaires à la rédaction de feuilles de route afin de déployer le plan de mobilisation dans les territoires. Ces feuilles de route devront particulièrement associer les collectivités. Parce qu'en travaillant avec l'Association des maires de France et France Urbaine, j'ai en effet pu constater le besoin d'appui des maires, souvent en première ligne et isolés, désemparés sur nos sujets. C'est pourquoi dès cette année, j'ai décidé de lancer un appel à projets spécifique en faveur des collectivités pour conduire à l'échelle d'un territoire une action globale en direction des jeunes contre les consommations à risque d'alcool, de cannabis et de tabac. Je voudrais terminer en évoquant quelques réflexions qui nous ont animés au cours de nos travaux. Nous avons tenté de compléter notre approche qui se voulait très rationnelle, les produits ou les comportements les plus dommageables, les populations les plus exposées aux risques, les milieux à fort enjeu, l'évolution souhaitable des pratiques professionnelles, par des interrogations qui me permettent de raccrocher finalement mon propos avec certains des thèmes de réflexion qui seront développés au cours de ces journées. Lorsque l'on considère les conduites addictives comme un véritable sujet de société, la première des interrogations, c'est au fond comment concilier la prévention des addictions avec un projet démocratique. Les résultats de la science, que je rappelle souvent parce qu'ils sont incontestables et sont à même d'orienter notre action, mettent en évidence les risques et les dommages liés à la consommation de produits. Ils conduisent à promouvoir des comportements visant à les limiter. Le glissement vers la morale peut alors être rapide dès lors que les recommandations sanitaires deviennent des injonctions, des devoirs de santé. Pour être bien acceptées par tous les citoyens et efficaces, les politiques de prévention doivent, je pense, identifier un certain nombre de tentations moralisatrices et naviguer entre ces écueils. Quelques exemples. Il est établi que la prévention est d'autant plus efficace qu'elle est précoce, d'où l'accent que l'on souhaite mettre sur l'aide à la parentalité. Se pose alors la question de la légitimité de l'État à s'immiscer dans l'éducation dispensée par les parents, étant entendu que ceux-ci peuvent être attachés à la transmission d'autres valeurs. Le spectre de l'État revendiquant l'éducation du peuple est, dans ces circonstances, simplement à garder à l'esprit, ne serait-ce que pour se préserver de certaines dérives. L'enjeu est bien de concilier les impératifs d'une prévention en soutien et éducative avec la liberté des familles en matière d'éducation. De même, la science valide les programmes de prévention des conduites addictives centrés sur le développement des compétences dites psychosociales. Je vous ai dit ma volonté de les déployer. Se dessine ainsi le profil d'un individu entretenant de bonnes relations avec les autres et avec soi-même. L'idéal de cet individu équilibré, même s'il se rattache à une tradition humaniste et à la figure de l'honnête homme du XVIIe siècle, n'impose-t-il pas le modèle d'un homme dominant toutes ses passions, sachant renoncer au plaisir immédiat pour un bien-être à terme, bien intégré dans la société, critique sans être contestataire, se refusant à tous les écarts, voire docile. C'est là un idéal différent, mais un idéal aussi de celui de l'homme augmenté, performant en société grâce aux produits et technologies. Le risque d'une prévention fondée sur la responsabilisation des individus pourrait être à terme d'exclure aussi, au motif qu'ils seraient seuls coupables de ce qui leur arrive, ceux qui ne se seront pas conformés aux prescriptions de la science reprises par l'État. La maladie deviendrait une déviance, alors même que la reconnaissance de l'addiction comme une pathologie et la définition et la diffusion de services de réduction des risques et des dommages marquaient des progrès considérables en matière de non-stigmatisation. En outre, vous le savez, les comportements déviants par rapport à cette bonne conduite peuvent constituer une autre forme de richesse pour notre société. Autre question, car nous voyons bien qu'il s'agit là simplement d'interrogations qui n'appellent pas de réponse. La juste information a-t-elle son utilité quand elle se heurte à des esprits formatés par le marketing des industriels et la pression des cercles amicaux et familiales? L'État peut-il, dans ces conditions, se contenter d'être neutre? Ne doit-il pas lui aussi recourir à des techniques de marketing éprouvées pour influencer les représentations et in fine les comportements? Qu'en verse-t-on alors dans ce que certains pourraient alors qualifier de propagande? Voilà à titre d'illustration quelques-unes des vigilances que l'on peut garder à l'esprit
car même si elle se fonde sur la science et vise l'émancipation et la responsabilisation des individus, la mobilisation contre les conduites addictives, lorsqu'elle est animée d'un souci démocratique, est un exercice d'équilibrisme. Elle doit aussi être attentive à la concordance entre, d'une part, les données de la science et de la santé publique, et d'autre part, certaines aspirations ou représentations de la société française ou de certaines évolutions à l'échelle mondiale. Elle peut anticiper, voire suggérer un choix de société, mais appelle une vigilance éthique constante. Cher Jean-Pierre, pour évoquer notre sujet sociétal et d'une véritable humanité, j'ai commencé mon propos en évoquant des progrès concernant les niveaux de consommation chez les jeunes. J'ai parlé de certaines populations clés pour lesquelles des efforts importants ont été déployés et des résultats obtenus. J'ai mentionné la recherche constante d'amélioration des pratiques professionnelles. J'ai évoqué aussi le climat de travail serein, souvent apaisé, où chaque acteur, fort de sa compétence et de ses convictions, me semble aujourd'hui mieux qu'auparavant savoir trouver sa place tout en écoutant les autres. J'en ai parlé pour les conduites addictives en milieu professionnel et j'ai pu aussi le constater avec nombre d'entre vous sur d'autres questions récentes que nous avons eu à traiter, le crack et le GBL par exemple. Toutes ces évolutions positives, nous te les devons en partie, ainsi qu'à l'équipe dont tu as su t'entourer à la Fédération durant ta présidence. Alors au moment où tu vas prononcer ton dernier discours introductif, je tenais à te féliciter et te remercier chaleureusement pour le chemin ainsi accompli. Je vous remercie à tous de votre attention et vous souhaite de belles journées d'échange.